souhaité travailler avec eux sur leurs compétences et leurs capacités de dialogue, de counseling et de mise en œuvre de projets auprès d'une population extrêmement importante qui est celle des adolescents et des adolescentes. Donc c'est la première année que nous organisons une formation qui est une formation relativement exigeante, diplômante, dont le dernier module a pour but de former des formateurs, c'est-à-dire que l'idée c'est que toutes ces connaissances et ces savoir-faire qui vont être acquis par les acteurs qui viennent se former soient par la suite disséminés. Et l'idée c'est bien de former en cascade et de petit à petit diffuser ce savoir, diffuser ces compétences pour être sûr que cette thématique est quand même l'une des thématiques les plus importantes, je pense, aujourd'hui, liée à la démographie, liée à une approche basée sur les droits, puisse faire des petits dans les pays qui sont représentés. Donc nous avons des acteurs de la République démocratique du Congo, du Sénégal, du Mali, du Niger, du Tchad, de la Côte d'Ivoire, du Congo-Brazzaville, et je crois que je n'en oublie pas. Le Mali, je l'ai déjà cité. Sénégal, bien sûr. Donc des acteurs de la société civile, de grandes organisations que vous connaissez, que l'on parle du SAMU social, d'Oxfam, de Soltis, ENDA, Équilibre et Population. C'est le problème quand One World, c'est le problème quand on commence à citer, c'est qu'on en oublie forcément et il y aura forcément des personnes qui seront fâchées, qui ont accepté de venir et d'envoyer leurs équipes venir se former. Cette formation interpelle beaucoup les intervenants sur leurs propres capacités, à la fois d'écoute et de conseil. Ce qui se joue derrière tout ça, c'est leur capacité à accompagner des jeunes avec tous les questionnements qui sont liés à l'adolescence, à leur sexualité, à ce qu'ils se sentent capables ou pas de faire, au jugement que l'on porte sur eux et finalement à leur capacité à se protéger et à réduire effectivement les risques liés à des pratiques notamment sexuelles. Elle est normale. Ou bien comment je fais avec mes règles? Ou les filles, par exemple, comment je sais que je suis amoureuse. Donc, qu'il est préoccupé, des sujets qui les préoccupent, et travailler avec eux sur ces sujets-là. Ou bien, voilà, des questions comme ça, des gens de terrain qui sont sur le terrain, mais aussi des gens qui font de l'éducation à la sexualité dans les milieux scolaires. On les forme, quelle posture avoir, comment ne pas projeter sa propre sexualité sur les ados. Parce que l'une des erreurs qu'on met souvent, c'est que on va être auprès des ados, on va leur parler de pratiques sexuelles en leur disant oui, il faut faire ça, ça c'est la position du missionnaire, alors que ces jeunes qui ont 12-13 ans, leur problème c'est pas la pratique sexuelle, le problème c'est savoir comment je suis amoureux, la taille de mon sexe, comment être abordé, je ne m'aime pas en tant que garçon, donc comment faire pour avoir une copine, comment faire. Donc vous venez leur projeter une sexualité qui est un peu violente, qui n'est pas liée à leur âge. Donc c'est de leur dire à chaque âge, il y a des questions que les ados se posent. À 18 ans, on ne se pose pas la même question. À 17 ans, on va se poser la question du touche-pipi que vous connaissez. Peut-être des garçons qui pissent, qui font le concours de pisse, qui pissent plus loin. Donc c'est tard de faire la sodomie. Il ne faut pas leur parler de sodomie. Il ne faut pas leur parler de fucking, ce n'est pas notre problématique. Des fois, on leur parle des trucs pour montrer qu'on a une grande connaissance des pratiques sexuelles que nous-mêmes, on ne pratique pas. Donc c'est pour éviter ces erreurs-là, pour ne pas induire ces ados dans ces erreurs-là, qu'on les forme par exemple. Donc ça c'est la première catégorie d'acteurs de terrain qui sont en lien direct avec les jeunes et les ados. La deuxième population, c'est les chargés de programme, qui montent les programmes pour que quand ils vont écrire les programmes, qu'ils puissent adapter les programmes dans la démarche communautaire. La démarche communautaire, c'est de faire participer les ados. Parce que dans ce projet, il y a les enfants des Dara et les enfants de la rue qui sont dans le projet. Ce qui est innovant dans ces projets, c'est ça. C'est de co-construire avec ces enfants de la rue des outils qui répondent à leurs propres préoccupations et ne pas penser à leur place. Ces ados et ces enfants de la rue vont participer à la construction des outils qui leur parlent et non pas venir en tant qu'experts leur dire voilà les outils qu'il vous faut. Le troisième niveau, c'est les décideurs qui, dans la stratégie, dans la pensée, qui puissent intégrer toutes ces dimensions, notamment d'éducation, de mettre en place des programmes d'éducation à la sexualité, mais aussi de mettre en place des programmes de psychothérapie si nécessaire, parce qu'il y a beaucoup de thérapeutes. Vous connaissez tous Jean Diaw, qui est à la télé partout, mais il n'y a pas beaucoup de thérapeutes ou beaucoup de sexologues qui peuvent recevoir des ados ou des jeunes quand il y a des problèmes beaucoup plus compliqués. Par exemple, quand il y a des problèmes de viol,
On sait très bien quand il y a des problèmes d'attouchement sexuel. Et on sait très bien que la question des viols, des attouchements sexuels et des violences sur les filles ou les garçons sont souvent le fait de leurs proches, leurs oncles, leur père, quelqu'un qui vit dans la maison, qu'on a hébergé, qui tous les jours peut-être fait des attouchements sur l'enfant. Et ça crée des enjeux sociaux parce que des fois on porte plainte contre le père, après on retire, ça crée des problèmes. Tous ces enjeux-là, l'ado n'a pas de place pour exposer ces problèmes-là. Comment accompagner ces adolescentes, surtout pour pouvoir parler de ces problématiques de traumatisme parce qu'elles ont été violées par, je ne sais pas moi, le jardinier du truc ou par son père, avec l'inceste, tous ces problèmes qui sortent, que vous aimez bien, vous les journalistes, hein, qui sortent dans les médias, que vous mettez, vous faire mousser dans la presse. Mais au niveau, derrière, il y a des êtres humains, derrière des adolescents de 12-13 ans qui en souffrent. Comment faire pour prendre cette souffrance en charge? Donc, est-ce qu'on va continuer à constater des dégâts? Comment aborder la chose? Avec quel outil? Quelle communication? Quand le faire? Comment le faire? Je crois que c'est tout cela que la formation permet. Elle donne à des agents qui sont en face de personnes désemparées les moyens nécessaires de faire face à une situation. Il y a des gens, quand on leur dit sexualité, ils sont là, ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas comment communiquer. Et ils anticipent sur les problèmes. Des problèmes que tous les jours, vous constatez. Les jeunes, le discours que nos politiques publiques en termes de VIH-Sida disent, c'est abstinence, c'est la protection des relations protégées, la fidélité. Ce discours ne change pas. Seulement, les gens, généralement, ils vous écoutent poliment et derrière, ils continuent à faire ce qu'ils ont à faire. C'est ça la vérité. Il faut qu'on accepte de la voir ainsi. Alors, il faut oser aborder le sujet. Vous rappelez tous, quand on est en 4e et qu'on aborde en sens naturel l'organe sexuel, tout le monde rigole. Bon. Et pour répondre un peu à ce que Mamadou a dit par rapport à ce que les programmes ont fait, on sait que le GEP, qui est un organe qui travaille beaucoup au milieu éducatif, a commencé à aborder ces questions-là. Mais surtout, il faut, et je crois que cette formation est importante, il y a eu une formation d'un pôle de formateurs internationaux il y a eu 2 ans, et là, on commence à aborder plus de prestataires au niveau national, et à terme, Christelle en parlait lors de la cérémonie d'ouverture, il s'agira de former des formateurs. Qu'on ait de plus en plus de personnes qui sont expérimentées, qui sont outillées, et qui ont la capacité de pouvoir proposer des réponses idoines face à un désarroi. Combien de femmes, combien de jeunes filles sont confrontées à des difficultés, combien de jeunes garçons également ne savent pas. Je crois que c'est tout l'enjeu de cette formation-là, et loin de l'idée d'aller vers une dépravation. Parce que parfois, les gens, ils traitent mal l'information pour dire qu'on incite les gens à autre chose. C'est faux. On donne à certaines personnes la bonne information, et quand on a la bonne information, on fait un choix de vie, mais un choix de vie raisonné. Donc ce qui est intéressant pour nous ici, c'est d'essayer de déconstruire un petit peu toutes ces idées reçues, tous ces préjugés que nous avons tous liés à la sexualité, à ce qui est bien, à ce qui est mal, à ce qui devrait être fait, comment, etc. Et à pouvoir se départir un petit peu finalement de toute cette éducation et de tout ce que nous avons accumulé au cours des années pour reprendre ce rôle de conseiller et d'accompagnant qui est absolument déterminant à l'époque de l'adolescence. Donc finalement, cet appel à projet qui nous permettait d'avancer sur une thématique extrêmement importante, liée à la négociation de la sexualité, au développement sexuel des jeunes, nous donne l'occasion de travailler sur toute une série de questionnements qui vont depuis la légalité, qu'est-ce qui est légal, qui n'est pas légal, de préjugés, d'idées qu'on peut se faire aussi de la femme, de la question de la violence, de la question de la sexualité, de l'estime de soi, de comment on se protège, comment on protège ses partenaires, etc. Donc ce sont des questions qui sont fondamentales dans la lutte contre le VIH-Sida, vous le savez très bien. On est très heureux en tant que mécanisme, en tant que bailleur, de financer cette formation, d'accompagner ses partenaires finalement dans l'acquisition de ces compétences et surtout de ces savoir-être. Ce qui est important, c'est que cette formation combine des savoirs, des savoir-faire, c'est-à-dire comment j'interagis en tant que conseiller, et des savoir-être. Qu'est-ce que je transmets ?
et dans quelle mesure cette transmission finalement de préjugés ou à l'inverse cet espace que j'offre va permettre à des jeunes de vivre leur sexualité de façon épanouie. L'initiative 5% continue son chemin. On est extrêmement actif au Sénégal. Il faut savoir qu'on appuie tous les acteurs de la lutte contre les 3 pandémies, pas uniquement dans le domaine du VIH, mais dans le domaine de la tuberculose et dans le domaine, du paludisme. Nous finançons de nombreux acteurs ici, à la fois les programmes nationaux, les acteurs du ministère de la Santé, mais également des plateformes et des acteurs de la société civile. Nous avons un engagement très net auprès justement de cette société civile qui est très active dans la défense et de l'accès à des soins de qualité. Ça fait mal quand on démarre, surtout pour les filles, on leur dit « Ouh là là, la première nuit, tu vas voir. » C'est horrible. Comment la fille peut entrer dans la sexualité avec une posture positive? On va vous dire, il y a le sida, donc il ne faut pas trop faire le sexe. On va vous dire, il y a les problèmes liés aux IST, aux infections sexuellement transmissibles. Il y a des problèmes de tel ordre, tel ordre. Nous, notre approche, c'est de dire 2 choses. J'en rajouterai une 3e, si vous voulez. La première, c'est de dire, le sexe est bon. Toutes les études montrent que ceux qui ont 5 éjaculations par semaine, ou 3 à 5 éjaculations, des études randomisées, sont moins frustrés, ont une vision positive de la vie, vivent plus longtemps, paraissent plus jeunes. Ah bah oui, c'est des études qui le montrent. Donc il faut leur dire, faites de l'amour, faites le sexe. Deuxièmement, quand je dis faites le sexe, tout le monde va me regarder et on va dire, oh là là, on est dans un pays musulman, on fait le sexe. Voilà. Je n'ai pas dit d'éjaculer partout, nulle part. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit simplement, voilà. Deuxièmement, l'orgasme. L'orgasme, je vous donnerai pas dans les détails, l'orgasme produit des hormones dans le sang qui permettent d'étendre le corps et qui permet de mieux vivre, d'être bien, sexualité positive. Et ça, c'est scientifiquement démontré. Pour que les gens aient une approche positive de la sexualité. Ça, c'est important. Ne pas leur dire, le sexe, voilà les problèmes. On leur parle des choses qui sont positives dans la sexualité. Troisièmement, comme on est dans des contextes religieux, leur dire que la compréhension qu'ils ont de l'islam ou la compréhension du christianisme sur la sexualité n'est pas forcément la bonne. L'islam promet une sexualité positive et leur démontrer ça sur des textes et des liens qui permettent d'être à l'aise par rapport à cette sexualité-là. Donc ça, c'est important qu'ils l'entendent, surtout dans cette période où il y a le terrorisme, il y a beaucoup de choses, c'est important de revenir sur la position de l'islam, du prophète sur la sexualité. 360 millions annuels, ça fait 18 millions et c'est la somme qui nous est attribuée chaque année pour renforcer nos partenaires. Donc l'initiative 5% est active dans une quarantaine de pays. À peu près 60% de notre activité se déroule effectivement en Afrique de l'Ouest et du Centre. Donc, vous m'avez demandé des chiffres. Je suis toujours un petit peu gênée avec les chiffres sur la façon dont ils vont être traités, puisque nous avons des projets au Sénégal et puis nous avons un certain nombre de projets régionaux dans lesquels le Sénégal est impliqué, mais pas uniquement. Donc, on a dépensé un petit peu plus d'1 million d'euros en assistance technique. Donc une assistance technique dans tous les domaines, c'est-à-dire à la fois de l'assistance transversale sur des questions par exemple comme la gestion des approvisionnements et des stocks. On a beaucoup travaillé avec effectivement la chaîne d'approvisionnement. Et puis nous avons également appuyé les programmes nationaux. Donc nous avons beaucoup travaillé avec le CNLS, donc Karim est l'un des représentants. Nous avons également beaucoup travaillé un certain nombre de questions qui nous semblent prioritaires et sur lesquelles nous avions une certaine expertise. La première, c'est la question du sida pédiatrique. Nous finançons un très beau projet qui est porté par EVA, Enfants vivant avec le VIH en Afrique, et qui vise de manière régionale à créer une compétence dans le domaine de la prise en charge des enfants vivant avec le VIH. Nous avons également financé une étude sur la prise en charge décentralisée des enfants qui vivent avec le VIH, et nous finançons enfin un projet qui s'appelle SNACS, qui est un projet de nutrition des enfants vivant avec le VIH. Donc le sida pédiatrique est quand même une très grosse thématique, une thématique relativement sinistrée, pour laquelle il y a peu de recherche et peu de financement.
est une thématique que nous finançons et pour laquelle nous souhaitons faire avancer à la fois la recherche et les actions. Une autre thématique qui pour nous est extrêmement intéressante et importante, c'est la thématique des populations clés, c'est-à-dire les populations qui sont particulièrement exclues de l'accès aux soins, qui, dans certains contextes d'ailleurs, sont criminalisées et qui, par ailleurs, concentrent une grande partie de l'épidémie. Donc nous avons beaucoup travaillé avec le CEPIAD, que vous connaissez certainement, qui sont à la fois récipiendaires de nos financements, donc projets, et également d'assistance technique de notre part. C'est également le cas au niveau régional. Nous avons appuyé l'écriture de la note conceptuelle, donc qui sert à demander des financements au Fonds mondial usagers de drogue. Donc, qui couvre le Sénégal, mais pas uniquement. Nous avons également fait des enquêtes au Mali. Nous avons un grand projet en Côte d'Ivoire avec Médecins du Monde. La thématique des usagers de drogue est une thématique qui nous intéresse, qu'il faut faire progresser, qui est extrêmement méconnue, avec des populations qui sont extrêmement stigmatisées, exclues des soins, et qui, par ailleurs, est une thématique qui est en train d'émerger en Afrique.